Bonsoir. Eh bien, merci à tous d'être venus assister à cette soirée autour de Valérie Zenati et de son si envoûtant roman Qui vive. C'est le roman d'une conscience, celle de Mathilde, que le chaos du monde blesse constamment, notamment depuis l'élection de Donald Trump jusqu'à la guerre en Ukraine, en passant par une certaine pandémie. Et elle en revient toujours à une grande question, et donc, comment vivre ? Elle est professeure d'histoire-géographie et son métier est d'expliquer les événements, d'établir un lien entre eux. Mais tout se passe comme si l'histoire était aphone, l'histoire ne suffisait plus à expliquer les choses et comme si la raison n'était plus d'aucun secours. Alors elle n'a plus assez de distance avec les faits pour pouvoir les comprendre. Et elle va aller chercher cette distance en partant, en se mettant à l'égard de sa vie. Et en l'occurrence, en partant en Israël, un pays qu'elle connaît mal, où elle est allée à 6 ans et pas depuis. Mais vers ce pays, elle a peut-être été entraînée par le chanteur Leonard Cohen, dont l'obsède une vidéo prise lors d'un concert à Jérusalem en 1972. Vidéo d'où nous allons regarder un extrait pas plus tard que maintenant, si la régie le veut bien. Now look, if it doesn't get any better, we'll just end the concert and I'll refund your money. Some nights, one is raised off the ground, and some nights, you just can't get off the ground. And there's no point in lying about it. And tonight, we just haven't been getting off the ground. And it says in the Kabbalah, that if you can't get off the ground, you should stay on the ground. Now, it says in the Kabbalah that unless Adam and Eve face each other, God does not sit on his throne. And somehow the male and female part of me refuse to encounter one another tonight. And God does not sit on his throne. And this is a terrible thing to happen in Jerusalem. So listen, we're going to leave the stage now and try to profoundly meditate in the dressing room to get ourselves back into shape. And if we can manage, we will be back. I'd like to give the people... Et donc, Valérie, je crois que vous allez lire la traduction qui est livrée dans votre texte. Si ça ne s'arrange pas, je vais arrêter et vous rembourser. Vous savez, il y a des nuits où l'on vole et d'autres où l'on ne parvient pas à décoller. Il ne sert à rien de se mentir les uns aux autres. Ce soir, nous ne décollons pas. Dans la Kabbale, il est écrit que celui qui n'arrive pas à s'élever doit rester à terre. Il est dit dans la Kabbale que tant qu'Adam et Ève ne sont pas capables de se regarder dans les yeux, Dieu ne peut s'asseoir sur son trône. D'une certaine manière, ma partie masculine et ma partie féminine refusent de se rencontrer ce soir. Et Dieu n'est pas assis sur son trône. Et c'est terrible qu'une telle chose arrive à Jérusalem. Nous allons quitter la scène et nous allons essayer de méditer profondément dans les loges pour retrouver nos contours. Si nous y parvenons, nous reviendrons. Merci beaucoup Valérie. Alors Mathilde, votre personnage tombe sur cette vidéo par la grâce d'un algorithme. Et vous, comment vous avez découvert ce passage ? Ou alors est-ce que vous avez vu d'abord le documentaire de Tony Palmer, Bird on a Wire, dont il est extrait ? Je l'ai découvert en 2017, je crois, au moment de la sortie du film de Tony Palmer, qui a une longue histoire, parce que, d'abord, bonsoir à tous, et merci d'être là. Et voilà, pour essayer de tracer un chemin dans ce livre avec Raphaël Léris. Je crois qu'à la sortie du film, qui a connu des déboires, parce que Tony Palmer a suivi Leonard Cohen en 1972, durant toute sa tournée européenne, qui s'est achevée à Tel Aviv et à Jérusalem. Et il a tourné le film, enfin il a monté les images et qui ne convenait pas du tout à Leonard Cohen. Il lui a dit non, c'est pas du tout ça, c'est pas un film qui me convient. Je prends les bobines et je vais le monter moi-même. Et il ne l'a jamais fait. Et après la mort de Leonard Cohen, les bobines ont été retrouvées, très abîmées, dans des cartons. Elles étaient entassées quelque part au Canada.
Et c'est là que Tony Palmer a repris ces images et les a montées. Et à la sortie du film, il y a eu un article sur un site israélien, parce que voilà, je lis l'hébreu, et de temps en temps, je vais sur des sites. Donc là, c'est un site de la radio israélienne qui donnait des extraits de la présence de Leonard Cohen en Israël en 1973 et qui montrait cet extrait-là. Voilà, et c'est ainsi que je l'ai découvert. Donc pas en même temps que Mathilde, pas pendant le confinement, mais avant. Alors Mathilde, dans les premières lignes, dit que c'est peut-être avec la découverte de la mort de Leonard Cohen que tout a commencé, mais elle n'en est pas tout à fait sûre. Et pour vous, est-ce que c'est les tout premiers pas du texte, enfin, le texte naît pour vous au moment de la mort de Leonard Cohen, qui a lieu en novembre 2016. Elle se produit avant l'élection de Donald Trump, mais elle est annoncée juste au moment où les comptes sont arrêtés pour l'élection. Donc il y a une espèce de collusion entre la fin de la poésie et l'avènement de la brutalité, pour le dire comme ça. Mais donc Mathilde n'est pas tout à fait sûre que ça ait à voir, et en même temps elle l'avance. Vous diriez que c'est le balbutiement du texte né là? C'est toujours très très difficile pour moi de déterminer l'endroit où prend racine le texte. Et à un moment donné, plus tard, elle dit il y a toujours un commencement avant le commencement. Parce que j'ai remarqué une chose a posteriori. Alors je ne sais pas si elle est juste, mais en tout cas, elle est vraie. C'est que chacun de mes livres contient le suivant en une phrase. Mais je ne le sais pas, parce que je ne sais pas quelle est la phrase au moment où j'écris le livre en question. Et donc, dans mon livre précédent, dans Le Faisceau des Vivants, il y avait un passage que j'ai écrit après, juste au moment, à la mort d'Aaron Appelfeld, et dans les semaines qui ont suivi sa mort. Et il y a un passage juste avant mon départ en Ukraine où je dis, il m'a appris que la question n'était peut-être pas pourquoi vivre, mais comment vivre. Et c'était sa question. Et ça, c'est dans Le Faisceau des Vivants. Et vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est la question de Mathilde. Donc je pense que dans chacun de mes livres, il y a la racine du suivant à un endroit. Et en tout cas, jusqu'à présent, ça s'est vérifié a posteriori. Donc c'est une des racines. Mais comme on le sait, un arbre a plusieurs racines. Donc il y en a d'autres aussi. Parce que vous l'avez dit, Mathilde, qui est prof d'histoire, le dit en connaissance de cause, il y a un commencement avant le commencement. Je sais que pendant l'écriture du texte, vous avez traduit le commencement des commencements, qui est le texte de la Genèse, Bereshit, dont vous donnez une traduction, par ailleurs, non pas dans Qui vive, mais dans un numéro de la NRF que vous avez apporté avec vous, qui paraîtra la semaine prochaine, je crois, oui. Je crois qu'il est déjà disponible à la librairie, qui est un texte dans le cadre d'un dossier sur la guerre, mais où vous livrez votre traduction de la Genèse. Alors, est-ce que vous avez une idée de la manière dont cette traduction qui vous a accompagné a pu infuser dans Qui vive? Oui, merci de me permettre d'en parler, parce que effectivement, c'est une question qui éclaire peut-être certaines choses. Je vais y répondre en poursuivant juste quelque chose au sujet de cette question « Comment vivre ?» Alors évidemment, elle est très vaste, mais là où je pense que c'était la question d'Aaron Appelfeld et que, d'une certaine manière, en écho, c'est la question de Mathilde. La question « Comment vivre ?» concerne le rapport que l'on a au destin collectif dans ces cas-là. Comment vivre quand il y a des effondrements ou un effondrement du monde qui donne le sentiment que tout s'est effondré, même si ce n'est pas le cas, qui donne le sentiment que l'humanité a été blessée et qu'elle ne s'en relèvera pas. C'était évidemment la question d'Aaron Appelfeld après la Deuxième Guerre mondiale. Mais d'une autre manière, ce sont des questions qui peuvent nous assaillir à chaque événement brûlant des temps présents. Et donc, merci d'évoquer cette traduction de la Bible, parce qu'en effet, lorsque j'écris, il y a tout ce qui reste dans le livre, et puis tout ce que j'épargne au lecteur, ou parfois tout simplement qui n'y trouve pas sa place, mais qui avait la nécessité d'être écrit. Et lorsque j'ai commencé à écrire Qui vive, il y a eu un moment où j'ai vraiment ressenti le besoin de traduire donc le premier chapitre de la Genèse.
Alors, c'est bon, c'est une entreprise qui, en apparence, n'a rien à voir avec l'écriture à ce moment-là. Mais j'avais vraiment, j'ai senti que c'était un exercice qui pouvait m'apporter quelque chose. Et fort heureusement, j'ignorais quoi, et je pense même que je ne l'ai pas su tout de suite. Mais ce que ça m'a apporté, notamment avec le tout début, qui est présent donc dans ce texte qui paraît dans la NRF, donc vous connaissez quand même peut-être, je suppose, le premier verset au commencement. Dieu créa le ciel et la terre, enfin, et la terre était désolation et destruction. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà, c'est un peu la traduction classique. Et là, il y a une interrogation qui perturbe beaucoup les commentateurs bibliques depuis des décennies, parce qu'il est dit dès le début que la lumière soit. Or, les astres ont été créés, le texte nous le dit un peu plus loin, au 4e jour. Le soleil et la lune et les étoiles ont été créés au 4e jour. Donc, les commentateurs ne se disent pas, bon, l'auteur de la Bible n'avait pas un correcteur, un éditeur pour lui dire, attention, là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ils se disent plutôt, si c'est écrit ainsi, c'est qu'il y a une raison. Et donc, cette lumière dont on nous parle au tout début, avant le soleil et la lune, les commentateurs du Talmud ont dit que c'était la lumière des justes. Et que cette lumière des justes était donc là à l'origine. Et c'est ce qu'on nomme en français ce moment de la journée entre chien et loup. Donc c'est intéressant, quand on passe d'une langue à l'autre, on a les chiens, les loups ou les justes. Et donc là, moi, en m'attelant à cette traduction, je me suis dit, je ne vais pas dire la lumière, parce que ce n'est pas la lumière. Et donc j'ai choisi le terme de clarté. Et je pense, et puis un autre terme aussi que j'ai traduit autrement, on dit souvent Vayar Elohim ki tov, et Dieu vit que c'était bien. Et moi, j'ai traduit par la bonté plutôt que bien. Et je pense que cette question de la clarté a accompagné en fait toute l'écriture du livre, et que la traduction a accompagné l'écriture du passage qui apparaît, qui surgit soudain, on en parlera peut-être. Mais que souvent on parle de lumière, on parle de lumière, on a besoin de lumière. La lumière peut être aveuglante. En revanche, la clarté, c'est pour moi ce qui permet de distinguer, dans l'obscurité aussi. Et comme Mathilde passe beaucoup de temps la nuit à ne pas dormir, j'avais besoin pour ce texte de clarté plus que de lumière vive. Là, vous disiez que l'hébreu dit l'heure des justes. Oui. Et, ce sont les commentateurs, oui. Mathilde est obsédée par la question de la justesse. Et de la justice. Et de la justice. Oui, c'est vrai. C'est une association qui vaut ce qu'elle vaut, mais... Je l'aime beaucoup, en tout cas. Oui. Ah oui, vraiment. Quand je dis je l'aime beaucoup, c'est un fil, effectivement, qui est sous-tendu dans le livre. Celui de la justesse, de la justice. Pour dire les choses simplement, et revenir à la vidéo qu'on vient de voir tout à l'heure, qu'on n'a pas commentée, mais comme vous l'avez entendu, Leonard Cohen quitte à ce moment-là la scène parce qu'il ne se sent pas en état de chanter ce soir-là. Et comme vous l'avez entendu aussi, il ne dit pas juste je ne suis pas dans le mood où ma voix, où j'ai perdu la voix. Il cite la Kabbale. Il cite la Kabbale qui dit que tant que Adam et Ève ne peuvent se regarder dans les yeux, Dieu n'est pas assis sur son trône. Et donc, en quelque sorte, il revient lui aussi à quelque chose de très originel. Parce que Adam et Ève, c'est quand même dans les temps premiers. Et donc, vous voyez, tout se tisse de manière peut-être invisible, mais et c'est très beau quand quelqu'un comme vous le remarque. Ce qui frappe Mathilde dans cette vidéo, c'est effectivement une quête de justesse intérieure, d'être dans un accord sincère avec le moment, avec l'instant, avec ce qu'on peut donner de soi à un moment ou pas. Et donc, c'est cette quête de justesse qui va vraiment la guider, d'abord la perturber, parce que c'est très très difficile d'être juste, c'est très difficile de dire toujours, d'être en accord avec ses principes, de faire ce que l'on dit. Beaucoup de gens disent et ne font pas. Donc la quête de justesse est très difficile. Et puis à un moment donné,
Dans l'avion qui va l'amener en Israël, on y reviendra peut-être, elle tombe sur une jeune fille qui s'est fait tatouer sur le bras un passage de la Bible aussi, qui dit « Justice, 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 tu poursuivras ». Et c'est là que tout à coup, bien plus tard, elle se dit « Mais la justesse et la justice ont peut-être quelque chose à avoir ensemble ». Et pour atteindre quelque chose qui est inatteignable et qui est une sorte de paradis où il y aura à la fois de la clarté et des êtres humains qui ne s'entretuent pas. Mais alors ça, la manière dont les motifs, les mots et les liens entre les langues circulent dans le texte, ils vous apparaissent après, une fois le texte terminé, ou parfois ils vous sautent aux yeux en écrivant. Comment ça se passe ? Alors c'est un processus qui a plusieurs étapes, qui connaît plusieurs étapes. Donc le temps de l'écriture est un temps fort heureusement de dépossession de moi-même, de ce que je sais, de ce que je suis capable de dire. Et c'est un moment où je cherche une alchimie entre un personnage que je porte en moi et les mots qui permettraient de faire état de ce que ce personnage vit, de ce qu'il voit, de ce qu'il pense. Et là, ça a lieu à un endroit que je ne pourrais pas expliquer. Ensuite, dans un second, troisième, quatrième, cinquième et 10e temps, je reprends le texte et il y a des choses qui m'apparaissent que j'essaie d'affiner. Et puis après, il y a le moment de la publication où le livre est là et où d'autres que moi interprètent les choses, comme vous le faites. Et où c'est une espèce de lecture à plein, en fait, avec les lecteurs aussi. Il y a c'est assez talmudique, en fait, dans la manière de faire circuler le sens. Oui, totalement. Je me réclame vraiment d'une tradition littéraire qui est celle de l'interprétation des textes, parce qu'elle a nourri mon enfance. L'interprétation des textes, c'est quelque chose qui, finalement, conduit plus vers la poésie et la philosophie que vers l'analyse textuelle telle qu'on peut la pratiquer dans un pays comme la France où c'est le roman qui fait littérature. Finalement, dans d'autres traditions, c'est pas forcément le roman qui est présent. Vous avez peut-être remarqué que quand on parle de littérature qui vient d'Orient, que ce soit l'Iran ou le Liban, on cite très souvent des poètes et pas très souvent des romanciers. Parce que ces traditions-là sont très attachées à la poésie. Et donc, l'interprétation du texte va amener vers la poésie et la philosophie. Et la poésie et la philosophie étaient très présentes pour moi dans l'écriture de ce texte, même si, à l'arrivée, il y a une histoire, il y a un fil, il y a une trajectoire. Mathilde, professeure d'histoire géo, percutée par les événements, va se mettre en route, va se mettre en mouvement et vivre des choses très concrètes, très charnelles, jusqu'au bout et jusqu'à cette action qui a peut-être commencé là, à la mort de Leonard Cohen. Mais moi, disons que ce que j'aime déployer dans mon champ d'écriture et transmettre peut-être au lecteur, c'est justement des images, quelque chose qui va résonner en lui et ne pas lui dicter ce qu'il doit penser de l'histoire, ne pas lui dicter ce qu'il doit même en comprendre, mais lui laisser la place. Et j'ajouterais que là, par exemple, récemment, j'ai lu une histoire, enfin, j'ai lu un texte de Cassavetes où il parlait de ses propres films et il les comparait de la musique. Et il disait, pour moi, ce qui est important, c'est de faire résonner une note à un endroit et puis qu'elle résonne ensuite plus loin et que le spectateur ne se dise pas « Ah, voilà l'histoire qu'on me raconte », mais voilà la façon dont on me fait entrer dans ce mystère. Entrer dans le mystère alors, c'est dit de manière peut-être un peu trop grande, mais dans le mystère de l'existence, parce que c'est un peu ça qui hante Mathilde, c'est fait par ces notes disséminées dans le texte. Et parce que c'est amusant que Cassavetes parle de musique, puisque la question de la musique est omniprésente dans le texte, dans votre rapport au monde, à la littérature, et si une comparaison s'imposait pour Qui vive, ça serait un morceau de musique qui réussit à intégrer différentes
type de tonalité qui intègre du jazz, du classique, un peu de klezmer éventuellement, parce qu'il y a un passage où donc Mathilde a un grand-père auquel elle est très attachée, qui est très âgé, qui meurt, et puis après sa mort, on découvre dans son tiroir une sorte de conte qui n'a pas l'air de provenir du même endroit du monde que lui, qui a un texte aux accents d'Europe de l'Est, alors qu'il vient donc lui plutôt du Maghreb. Et ce texte est intégré en italique dans Qui vive, et ça donne une espèce de variation autre. Et donc voilà, pardon, sur la question de la musique, oui, vous abordez votre texte comme une partition? Un petit peu, même si j'espère écrire mieux que je ne joue, quand même, et que je suis incapable de composer. Mais c'est vrai que cette question me permet de dire que déjà plus largement, en ce qui concerne le rapport qu'on a parfois à la littérature, je trouve qu'il se cantonne quand même au fait que les mots sont là pour véhiculer uniquement ce que sont les mots, c'est-à-dire pour produire du discours ou pour produire de l'intrigue et être simplement des mots qui vont dire une chose, une action. Or, il me semble que la littérature, comme tous les arts, est capable de se servir d'autres matériaux. Tout comme aujourd'hui, j'étais à Bordeaux il y a quelques temps et j'ai vu une rétrospective d'art contemporain, et un même artiste peut faire à la fois des peintures, et puis en regard il va mettre une vidéo, et puis en regard il va faire un collage, et le tout forme œuvre avec des matériaux différents mais qui composent quelque chose. Moi, ce que j'ai envie de faire, en tout cas ce qui m'importait là, c'était avec les mots de composer des choses de nature différente, de texture différente, pour raconter cette histoire, pour que dans un monde où justement le sens parfois de l'histoire échappe et où les sens de Mathilde sont bouleversés, il y a quelque chose de très sensoriel dans ces différentes tessitures. Donc la musique m'a guidée, une musique intérieure, mais qui est aussi c'est quelque chose qui était présent dans un livre comme Jacob ou dans Le Faisceau des Vivants, qui est aussi pour moi vraiment une question toute simple de rythme et de tonalité. C'est-à-dire l'écriture, pour moi, ça c'est certain, lorsque j'écris, je ne pourrais pas analyser ce qui se passe, mais je sais que je tape sur mon clavier comme si j'étais sur le clavier d'un piano, et donc je cherche à la fois le rythme et la tonalité. Ça, c'est ultra présent à chaque instant. Donc, je suis prise par ce rythme. Et c'est lui qui va me guider, et par cette tonalité. Et c'est ça qui guide le texte avant tout. Alors, dans la question du rythme, il y a celle des ruptures de ton, y compris à l'intérieur des chapitres. Et il y a vous avez une manière de travailler à la fois avec la sidération. Mathilde est dans quelque chose d'abord d'immobile, parce qu'elle est sidérée par le monde tel qu'il va. Mais il y a quelque chose qui, avant qu'elle se mette en mouvement, elle, et qu'elle parte, il y a quelque chose qui la bouscule au meilleur sens du terme, qui est l'humour de sa fille. Notamment des adolescents avec lesquels elle travaille, mais aussi de sa fille-là, qui vous permet d'injecter, par les vannes qu'elle lance à sa mère, par une espèce de complicité joyeuse et moqueuse, quelque chose qui fait quand même redescendre la... D'abord, qui permet de mettre du mouvement là où elle est un peu immobile, et donc de travailler le rythme du texte. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'envisagez, cette injection comme ça de la drôlerie. Alors, oui, j'ai fait une émission il y a quelques temps avec une jeune femme qui fait une émission sur une radio juive organisée par l'Union des étudiants juifs de France. Et à la fin, elle a dit « Mais pour moi, votre livre est une magnifique déclaration de la fin de l'existence de la mère juive telle qu'on la connaît, parce qu'elle accepte que sa fille parle au second degré, et que les mères juives connaissent en général plutôt le premier degré. Donc j'étais très heureuse, vous voyez, que le livre soit interprété comme ça, comme cette déclaration-là. Et en ce qui concerne l'ironie, parce que c'est vrai que la fille de Mathilde apporte une ironie qui lui est naturelle, la
là aussi, elle s'est travaillée avec le temps, mais elle était là pour peut-être me permettre de continuer à prendre Mathilde au sérieux. Et son état qui peut être un peu limite à certains moments, puisque j'ai poussé à l'extrême. En fait, si elle ressent, beaucoup de gens, de lecteurs ou autres m'ont dit mais merci de nous avoir donné cet espace, parce que nous aussi on ressent ça, mais qui a le temps de rester sidéré face au monde en fait? Personne n'a le temps d'être sidéré, et personne n'a le temps de se poser les questions qui s'imposent. Et c'est bien pour ça que... Voilà, qu'en fait, il y a des solutions qui paraissent simples et qui ne le sont pas. Et parce que les événements continuent de s'ajouter les uns aux autres. Et donc, poussant à l'extrême son état de sidération face aux attentats, au confinement, à la guerre, et à cette manière qu'ont les êtres de vivre sans se poser les questions qui les ramènent à l'essentiel, c'est-à-dire leur existence sur Terre, j'avais besoin, pour continuer à la prendre au sérieux, d'avoir quand même ce regard ironique. Mais je dis pas je l'ai choisi, c'est venu assez naturellement. Bon, j'ai aussi deux spécimens dans ma vie de jeunes gens qui ont pris l'habitude de me ramener sur Terre à certains moments. Et donc je crois que c'est venu assez naturellement, même si c'est ni de l'un ni de l'autre il s'agit ici. Et ça permet aussi d'être dans l'ironie qui est chère à Jean Kelevitch, qui m'a beaucoup accompagnée dans ce livre, qui est présente chez Kafka, dont les présences étaient très fortes. Et cette ironie qu'on trouve beaucoup dans la littérature d'Europe centrale et qui permet à la fois, je cite un jour, je crois que c'était Charlie Chaplin qui disait « Le monde vu de près est une tragédie, vu de loin est une comédie ». Ça permet d'avoir ce regard, cette question de la distance. Dans un autre genre, j'entendais récemment dans un festival l'écrivain italien Paolo Giordano qui parlait de son livre Tasmania, qui est un livre aussi imprégné par l'époque et une façon d'essayer d'approcher l'époque. Et il disait qu'il s'était fait opérer de la cataracte récemment et que l'ophtalmo lui avait dit « Bon, alors on va donc s'occuper de vos yeux. Vous préférez mieux voir de près ou de loin ?» Et tout à coup, c'est devenu une question littéraire pour lui. Voilà. Donc c'est une manière de voir de près et de loin. Vous avez mentionné Jean Kelevitch et Kafka qui donnent leur exergue au roman. C'est une manière de se donner du courage, de se mettre à l'ombre de ces deux grands bonshommes. Comment ça se passe ? C'est une manière de les remercier aussi, vraiment. Je ne mettais pas forcément d'exergue à une époque, et puis on peut trouver ça aussi un peu pompeux, on étale cette culture en mettant des exergues. Ça peut être interprété de différentes manières. Il fut un temps où je me disais peut-être je devrais écrire « Lecteur, ne t'inquiète pas, ça ne va pas être très long ». Parce que je n'écris pas des livres très longs. Et puis là, c'était important pour moi parce que d'abord, l'extrait de Jean Kelevitch est très long, mais j'y tenais beaucoup. C'est la fin du Nocturne et que j'ai lu et relu plusieurs fois pendant l'écriture de ce texte et qui m'a donné beaucoup de clés sur ce que j'étais en train de faire. Donc je voulais que ce soit là, permettre de transmettre ces quelques phrases. Et Kafka, c'est une phrase extraite des conversations avec Gustave Janouch, et que mon éditeur Olivier Cohen dont il m'avait parlé lorsque j'ai écrit Dans le faisceau des vivants, et que j'ai aussi lu, relu, annoté pendant toutes ces années. Et c'est de la gratitude. C'est de la gratitude avant tout. Moi, que je crois que vous aimez beaucoup. Là, mais Pierre Richard. On aime beaucoup Pierre Richard. Alors, Pierre Richard est dans une position un peu compliquée pour vous poser des questions sur Dieu, le temps et l'histoire, tout ça. On pourrait tout à coup basculer, puisqu'on est sur ce livre parle d'inattendu quand même, basculer dans une interview où Pierre Richard me poserait une question, et ça, on changerait de tonalité. Est-ce que vous diriez qu'on peut considérer Qui vive comme un roman qui raconte d'une certaine manière
à travers la conscience de sa narratrice, le combat entre le rapport son rapport à Dieu, qui était celui qu'elle avait enfant, et celui à l'histoire, celui qu'elle s'est forgé après en étant prof d'histoire. C'est deux modes d'explication du monde, mais que ce sont aussi deux rapports au temps qui s'affrontent. Ah oui, deux rapports au temps, c'est sûr. Déjà, on peut le dire parce qu'on peut tout dire de ce livre, mais je pense que oui, et plus largement, c'est vraiment la question de comment déchiffrer l'indéchiffrable. Donc, et que peut-être, j'y pense à travers la formulation de votre question, et que peut-être Mathilde a cru à un moment donné que l'histoire, c'était plus déchiffrable que l'idée de Dieu, et qu'en réalité, l'histoire n'est pas plus déchiffrable que l'idée de Dieu. Et que c'est ça son constat. Et que ce qu'on nomme l'histoire, c'est une construction des êtres changeante en permanence, et qui ne délivre absolument pas de vérité absolue. Et si je dis absolument pas et absolu dans la même phrase, c'est bien parce qu'on a eu parfois ce sentiment. Vous voyez, tout simplement, quand après une catastrophe comme l'extermination des Juifs d'Europe, certains ici ont le sentiment de dire bon bah voilà, maintenant on sait que la haine des Juifs peut mener là. Et donc, à partir de maintenant, ça changera et ça ne sera plus ainsi. Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. On peut avoir le sentiment, chaque génération a le sentiment d'avoir compris quelque chose et qu'une vérité lui a été délivrée par l'histoire. Et puis, ce n'est pas un savoir qui se transmet. Déjà, justement, tout à l'heure, vous parliez de la fille de Mathilde, Lola. En réalité, ce livre, on peut le prendre aussi sous l'angle de la transmission. Qu'est-ce qu'on parvient à transmettre? Qu'est-ce qu'on ne peut pas transmettre? Et la transmission du savoir qu'on croit déceler dans les événements historiques n'est pas du tout une évidence. Ça ne se transmet pas comme les gènes, ça ne se transmet pas comme... les névroses. Et comme les névroses. Parlons-en. Et donc, c'est cette découverte-là qui a fait que l'histoire n'est pas plus déchiffrable que l'idée de Dieu. Alors, donc, que faire? On y revient toujours. Mal barré. Alors, le choix de Mathilde, que faire, c'est de partir donc, en Israël, quasiment à sa propre surprise. Et elle va rencontrer, en allant vers le nord, vers le plateau du Golan, là où a eu lieu la guerre de Kippour 50 ans avant. Et donc, elle va rencontrer un certain nombre de personnages. Comment vous avez établi le casting de ces Israéliens qu'elle rencontre? Et ça commence par son cousin qu'elle n'a pas vu depuis ses 6 ans. Qui se moque de ces Européens qui sont prêts à croire n'importe quoi, par exemple, qu'il a appelé son chien Adolphe. Oui, carrément Adolf Hitler même. Oui, il lui fait croire tout ce qu'il veut. Alors, quand elle se met en route pour aller à Jérusalem, d'abord, mais elle n'y va pas directement, mais quand elle part, elle décide de partir en Israël, c'est vraiment relié à la vidéo qu'on a vue, à cette obsession qu'elle a de la justesse, et elle se dit soudain qu'elle veut être à Jérusalem, dans le lieu où s'est produit, s'est produit cette leçon de vie. Ce qu'elle prend comme une leçon de vie, d'être capable parfois de dire là, je quitte la scène parce que je ne peux pas tricher. Et c'est quelque chose de très tentant. Moi-même, il ne faut pas le dire parce que sinon on ne m'invitera plus jamais à la radio ou à la télé. Mais il m'arrive de me dire, et si tout à coup, là, je faisais quelque chose qu'on n'attend pas de moi. Et c'est très, très tentant. Et donc, elle, ce qu'elle fait, c'est quitte la scène de sa vie, de ses cours, pour un temps, et elle part à Jérusalem. Et là, j'ai compris, quand il y a eu cette bascule dans l'écriture, qu'à partir de ce moment-là, Mathilde, qui a du mal à affronter ces successions d'inattendus tragiques de l'histoire de ces dernières années, allait faire face à l'inattendu, à la nouveauté de l'instant, dans sa vie. Là, elle sort de la réflexion sur l'histoire, le temps, et quelle leçon on retire de tout ça. Elle va devenir elle-même la protagoniste de l'inattendu, la protagoniste de l'aventure,
de ce qui n'est pas écrit. Et donc, là, je l'ai vraiment suivie au plus près. Autant dans la première partie, j'étais dans son corps, ou elle était dans le mien, je ne sais pas. Mais en tout cas, toutes les perceptions passaient par... c'était l'entend, c'était le voix. Autant là, je suis un peu sortie de son corps. Et alors, je connais Israël bien mieux qu'elle. Et là, j'ai commencé à dérouler un fil qui nous a menés ensemble, donc à Netanya. C'est-à-dire, tout à coup, elle se souvient que la première fois qu'elle a entendu Leonard Cohen, c'était dans cette famille-là, chez un vague cousin qui habite Netanya, et qu'elle n'a pas revu depuis ses 6 ans, puisqu'elle n'y est venue qu'une fois. Je me suis dit, bon, bah, il faut qu'elle aille voir le cousin. Et puis, on va voir ce qui se passe avec lui. Et c'est là qu'elle lui pose la question. Elle lui dit, mais toi, il est beaucoup plus âgé qu'elle. Toi, tu aimais Leonard Cohen, tu l'as vu en 72, tu y étais. Et là, il va lui raconter autre chose. Et suite à ça, elle reprend la voiture. Alors ça a été un élément très important. Mathilde a le permis de conduire, contrairement à moi. Et j'ai pris énormément de plaisir à conduire la voiture. J'étais à être au volant. Et donc là, je tenais quand même bien la géographie d'Israël. Je savais que, enfin là, Capharnaüm est à 1h30 de Netanya. Je me suis dit, bah, il faut aller à Capharnaüm. Et à Capharnaüm. Alors là, à ce moment-là, quand j'écris, je suis vraiment en prise avec la géographie d'Israël, mais vraiment au sens très, très précis. J'ai pas mis les pieds dans ces endroits-là depuis des années, mais partout, je voyais ce qui pouvait surgir. Donc le panneau vente de cerises, je l'ai vu. Et là, je l'ai vraiment suivi. Et à chaque fois, je découvrais en même temps qu'elle les personnages. J'ai pas fait un casting délibéré en me disant, bon, je vais parler d'Israël, donc il faut qu'il y ait un peu de ceci, un peu de cela. Israël est, à son corps défendant, un matériau romanesque extraordinaire, avec des personnages à chaque coin de rue. C'est pour ça que les séries israéliennes ont souvent cette force-là, c'est qu'elles sont construites sur des personnages très affirmés. Et on en croise beaucoup. Et donc chaque fois, c'était le lieu qui dictait le personnage, qui faisait surgir le personnage. Et ça m'a permis aussi, avec elle, de quitter en quelque sorte les interrogations de l'histoire, même si elles reviennent après, pour passer, c'est-à-dire Mathilde quitte l'histoire pour passer par la géographie. Tout à coup, c'est la géographie qui va dicter le mouvement. Et ça, c'était un plaisir très très grand. Y compris, oui, de voir surgir ces personnages. C'est vraiment très mystérieux hein, pour les lecteurs, cette notion du surgissement des personnages à l'insu des auteurs. Oui, je le conçois parce que quand j'étais dans une émission avec Alice Michalik, à la fin, il m'a dit mais ils sont vrais, hein, ces gens. Alors je lui ai dit non. Il me dit mais c'est pas possible, ils ont l'air vrais. Alors je lui ai dit mais c'est souhaitable. Je crois que c'est la première fois que dans un roman, je retourne à Israël et les gens qu'on peut y croiser depuis 2006, depuis la sortie d'En retard pour la guerre, que j'avais même écrit plutôt en 2004 et 2005. Donc ça faisait 20 ans que je n'étais pas allée à cet endroit-là du monde pour faire vivre les paysages et les êtres. Mais durant tout ce temps, j'ai beaucoup pratiqué Israël et c'est vrai que cette manière dont ces personnages-là peuvent surgir, elle vient probablement du fait que chaque fois que j'y vais, j'amasse des choses à mon insu et que voilà, tout à coup elles ressurgissent. Mais vraiment, je les ai pas cherchés, ils sont venus à chaque fois, s'inscrivant. Mais encore une fois, c'est important, s'inscrivant chacun à un endroit du paysage très précis qui définissait ce qu'il allait être et dire. Alors c'est terrible parce qu'on va garder du temps pour les questions, donc je vais en avoir une dernière et après vous lirez un petit extrait. Voilà, donc vous pouvez commencer à réfléchir à vos questions. Et donc comment vivre, Valérie Zenati? Alors donc en fait c'est pas une rencontre, c'est une nuit avec. Si on s'en sort en une nuit, on est bien. Oui, mais enfin on peut commencer par une nuit. Comment vivre? Alors. Si j'avais le sens de la formule, je dirais sur le qui-vive. Mais c'est pas uniquement une formule. Je pense que oui, sans doute vivre en étant sur le qui-vive, c'est-à-dire en étant capable de regarder, tendre l'oreille
réellement et pas en fonction de ce qu'on croit savoir déjà. Et que cette possibilité d'être dans une perception aussi fine que possible des êtres qui nous font face, parce que finalement Mathilde, elle résout aucune question qui concerne le monde, mais elle fait face à des êtres qui se succèdent jusqu'à un moment où elle va faire face à l'instant et à une responsabilité qu'elle va prendre dans l'instant. Et peut-être que cette responsabilité-là, à la fin, elle peut la prendre parce qu'elle est restée sur le qui-vive de bout en bout et qu'elle a eu cette acuité de voir les êtres et les situations et les paysages réellement et pas avec un savoir qui finalement Enfin, le savoir est très important, mais peut parfois écraser les choses au lieu de les dévoiler. Voilà. Bon, c'est ce que je dis aujourd'hui. Peut-être et on nous a dit que la rencontre était filmée pour l'éternité. Peut-être dans 10 ans, je regarderai ça, je me suis dit, mais j'ai dit beaucoup de bêtises ce soir-là. Pardonnez-moi. Mais en tout cas, c'est la réponse que je peux faire là. D'accord, merci beaucoup Valérie. Vous allez lire quoi donc alors comme passage ? Alors, avec tout ce qu'on s'est dit, finalement, je vais lire un passage de... Ah ben peut-être. Voilà, non, je pensais... Et ben, le passage après, je ne l'ai jamais lu, donc j'ai envie que ce soit une première fois. Je ne l'ai jamais lu, je ne l'ai pas répété. Mais il a à voir avec une chose que vous disiez, et qui, tout à l'heure, en parlant de Rafi, le cousin, qui lui dit « Mais toi, tu es une occidentale, tu crois vraiment à tout ce qu'on te dit ?» Mathilde découvre en Israël qu'effectivement, nous autres Européens, on est très facilement taxés de crédulité là-bas, et peut-être d'une forme de naïveté. Et ça a frappé beaucoup de lecteurs, ce regard, parce que les gens ici ont l'habitude de beaucoup regarder cette région du monde, avec beaucoup de certitude, et tout à coup, ça les déstabilisait de savoir qu'eux aussi peuvent nous regarder. Donc voilà, je lis le passage juste après la rencontre avec Rafi. Rouler sans m'arrêter, me laisser guider par la voix préoccupée qui continue de me détailler mon trajet, en interrompant de temps à autre le dernier album de Leonard Cohen, sorti 15 jours avant sa mort, qui annonçait la fin dans une limpidité tranchante sur fond noir. Me voici, je suis prêt, Seigneur. Ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas qu'on peut s'en passer si facilement, faut croire. Je roule vers Capharnaüm, à peine 1h30 de route. En hébreu, ils disent Kfar Nahum, le village de la consolation, et les deux versions me plaisent. Un lieu, une fonction, un mot devenu synonyme de chaos, chorégraphié du temps de Jésus par les malades qui se bousculaient pour y trouver la guérison, orchestré ici par les mots de Rafi. Le regard que sa famille portait sur la mienne est un angle de vue inattendu. Je pensais qu'on était pauvres, que la vie était difficile pour les miens, c'était acquis. Ma grand-mère et ses ménages, mon grand-père qui partait à 3h du matin à Rungis, ma mère derrière une caisse, mon père au volant de son camion. Il disait « On est des petits » et j'étais mal à l'aise que des adultes affirment cela. Il disait « C'est là-haut qu'ils décident de tout » et je levais les yeux au ciel et j'avais la confirmation qu'il y avait plus grand que moi, que nous, et je pensais « Je veux être là où c'est grand, là-haut, ailleurs » et je commençais à rêver de New York. Je découvre, grâce à Rafi, qu'on est toujours le riche de quelqu'un. Ça me déplace. Ça donne une autre couleur aux images que des émanations d'enfance font volter. Je ne cherche pas à leur donner un sens. Elles sont là, animées. Mon grand-père, qui jouait du violon à l'oriental, en tenant l'instrument comme une miniature de violoncelle, et qui disait « Écoute, écoute, maman, on dirait pas un chat qui chante? Tu veux essayer? Ah, ça ressemble plutôt à un chat qui a les poils dressés, prêt à se battre pour son territoire. Tu écrases trop les cordes. N'aie pas peur d'être légère. » Merci beaucoup Valérie. Et un micro va circuler si vous avez des questions. Merci. Est-ce que vous voulez en poser une? Vous avez une question. Une question. On parle souvent de ce que les auteurs mettent d'eux-mêmes dans les personnages. Mais à l'inverse, qu'est-ce que Mathilde vous a appris? Mathilde, elle m'a appris beaucoup de choses. Mais sans doute
à regarder un peu, à regarder et écouter un peu mieux. Et aussi, parce que j'ai terminé la lecture, je pensais lire plus loin, et puis finalement, j'ai terminé en plein vol. Et je pense que ça s'est senti. Paradoxalement, elle m'a donné une sorte de légèreté aussi, puisque ce sont les mots que lui répète son grand-père. Et puis, quand elle m'a appris à voir et à entendre, c'est que le livre a pris un tournant inattendu vers la fin et qui a rencontré quelque chose de l'époque au-delà de ce que j'avais imaginé. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il faut effectivement regarder, écouter, et voilà, plus qu'on ne le fait. Voilà, c'est peut-être ça. Bon, mais il y a peut-être quand même une question. Oui, là, voilà. J'ai acheté votre livre, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais il m'intéresse à cause de Leonard Cohen, oui, dont j'ai une passion absolument dévorante et depuis toujours. Et donc, je voulais vous poser la question, qu'est-ce qui vous touche tellement chez Leonard Cohen? Est-ce que, par exemple, à titre très factuel, vous pourriez me dire les 2 ou 3 chansons par lesquelles il est vraiment entré en vous, et pourquoi ces 3-là? Ou ces 2-là? Ah, j'aime bien cette question. Alors, ce qui me touche chez lui, j'ai souvent dit, c'est son rapport à quelque chose de plus grand. Ses chansons, voilà, affrontent la question de Dieu et des hommes et de l'existence, et que je les entends aussi parfois comme des prières. Et pour vous répondre très précisément, alors je ne saurais pas forcément dater les choses, mais il y a eu des moments très importants. J'aime bien que vous me posiez cette question. Dans un film qui s'appelle La vie selon Agfa, du cinéaste israélien Assi Dayan, qui est le fils de Moshe Dayan. C'est un film en noir et blanc, extrêmement très beau, très nouvelle vague, très sombre aussi pour sa fin. Sur la fin, on entend Who by Fire de Leonard Cohen. Et entendre Who by Fire à la fin de ce film, ça ne s'oublie pas. Et Who by Fire, qui par ailleurs reprend donc Qui par le feu, qui reprend une prière juive de Kippour. Donc il y a eu ce moment-là. Et après, il y a la chanson. Je pense qu'il y a I'm Your Man, qui est, je pense, qui est pour moi la définition la plus belle de ce qu'un homme peut dire à une femme, et que j'ai aussi entendu comme ça. Et puis, j'ai l'impression que Suzanne m'accompagne, peut-être comme Mathilde, depuis la petite enfance, mais je ne saurais pas dire où et quand je l'ai écoutée, mais que c'était une musique très fraternelle, une voix très fraternelle, avec une musique qui m'intriguait. Voilà, donc ce serait ces 3-là. Merci pour cette question. Bonsoir madame. Bonsoir. Je voulais vous remercier pour tout l'espoir que vous nous avez apporté depuis quelques mois où l'on vous voit régulièrement dans les médias. Moi je trouve que c'est vraiment une lumière, et puis votre bienveillance, votre empathie par rapport à toute l'actualité et au désarroi dans lequel on a été plongé depuis le mois d'octobre. Je trouve que vous avez été la voix positive qui s'est élevée dans les médias. Voilà. Merci beaucoup. Ça me touche réellement parce que c'est à chaque fois pour moi un défi d'arriver à trouver les mots dans ces circonstances et que voilà, savoir qu'ils sont entendus et partagés, ça me réconforte beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci vraiment. Voilà, c'est vraiment une gratitude qui me va droit au cœur, parce que par ailleurs, on peut aussi se demander pourquoi un écrivain, enfin une écrivaine, scénariste et traductrice, puisque prend la parole sur ces sujets-là, pourquoi on lui donne la parole, pourquoi elle la prend. Et moi, je ne me sens absolument pas de légitimité pour parler de tout sujet d'actualité, bien évidemment.
là en particulier, j'ai accepté ou j'accepte parce que je pense réellement que sans compréhension de ce qui se joue humainement dans cette région, il n'y a pas de compréhension possible de ce qui se passe et qu'il ne peut y avoir que des slogans idéologiques et de l'aveuglement. Voilà, beaucoup de cécité, et puis ça laisse la place parfois, même souvent, à la haine. Et donc, je pense qu'à travers mon expérience de vie et le fait que depuis... Bon, j'ai vécu 8 ans en Israël, mais que je n'ai cessé d'observer ce pays et ces deux peuples. J'essaie finalement de partir de cette observation-là et qui n'a rien à voir en fait finalement avec une opinion, mais c'est une observation des êtres. Et c'est à partir de là que j'ai essayé de prendre la parole. Merci à vous. Merci, merci. Bonsoir. Bonsoir. Aaron Appelfeld, vous l'avez traduit beaucoup. Comment on concilie le travail de traductrice et de romancière? Et est-ce qu'il y a un peu de lui dans ce livre? Alors, moi, j'ai commencé à écrire et à publier avant de commencer à traduire. Donc, j'avais déjà cette quête d'une voix. Et la pratique de la traduction de l'œuvre d'Aaron Appelfeld a irrigué en quelque sorte, je pense, cette quête-là, si on peut le dire ainsi, avec d'autres avec d'autres auteurs, avec des choses que je découvrais. Mais là où, l'endroit précis où ça a joué, c'est que justement, on parlait tout à l'heure de la justesse. La justesse, on est obligé de la traquer en traduction et c'est un impératif qui fait que la pratique permet à un endroit d'affiner aussi son rapport aux mots. Lorsque j'écris, et pour moi, la traduction et l'écriture sont... Enfin, l'écriture de mes propres livres, puisque la traduction, c'est aussi de l'écriture, mais elles ne se font pas concurrence. Je n'ai pas besoin de me détacher de la langue d'Aaron Appelfeld pour aller vers la mienne, parce que, justement, il s'agit de traduire une voix, donc il a sa voix et j'ai la mienne. Mais là où il y a quelque chose qui entre, c'est justement, vous savez, c'est aussi l'exercice. Parce que j'ai traduit 13 livres d'Aaron Appelfeld, donc j'ai écrit 13 livres d'Aaron Appelfeld en français. Et la pratique, à un moment donné, la pratique, c'est quelque chose qui est nécessaire aussi quand on veut écrire, quand on veut faire n'importe quel... Enfin, je veux dire, pratiquer tout art. Donc, cette pratique-là, je pense qu'elle joue à plusieurs endroits. Mais ensuite, il ne s'agit pas de concilier parce que c'est vraiment ma voix qui est à l'œuvre et que j'entends lorsque j'écris. Et à la question de savoir s'il y a un peu de lui, certains ont vu dans les pages du grand-père quelque chose qui était très appelfeldien parce que ça commence dans une forêt et que la forêt est un lieu très appelfeldien. Moi, je n'y ai pas pensé en l'écrivant, mais c'est peut-être venu inconsciemment. En dehors de ça, je pense que ce regard sur les personnages, c'est aussi quelque chose que j'ai appris en le traduisant et en discutant avec lui. Donc voilà, mais je dis ça aujourd'hui, je pourrais répondre très longuement à cette question parce qu'on se doute que c'est une pratique qui est forcément entrée en moi avec d'autres réflexions, notamment musicales, sur la langue. Bonsoir, merci beaucoup. J'allais poser aussi une question sur Aaron Appelfeld. Et je suis même venue ce soir pour voir, parce que je vous avais vu qu'en photo, qui traduisait Aaron Appelfeld avec cette recherche, comme vous venez de le dire, du mot exact, pas un autre,
celui-là uniquement. La justesse, c'est presque pas assez pour dire cette difficulté-là. Et je trouve formidable que vous arriviez à dire qu'à la fois il est dans votre écriture, sans que vous en rendiez compte. Inconsciemment, vous avez dit, moi je suis psy, alors j'écoute quand quelqu'un dit c'est sûrement inconscient, mais c'est qu'en fait, ça doit être extrêmement difficile de se séparer de cette écriture-là. Pas du tout. Alors, pas du tout. Je pense que on peut le penser, je n'interdis à personne de le penser, mais ça voudrait dire qu'il n'y a qu'une manière d'écrire et qu'une seule voie possible. S'il était difficile, si je devais faire un effort pour me détacher de l'écriture d'Aaron Appelfeld, ça voudrait dire qu'il n'y a qu'une seule façon d'écrire. Or, moi, ce qui m'intéresse dans la traduction, c'est justement ce combat entre deux langues qui sont très importantes pour moi, qui me constituent et qui me permettent aussi de me traduire moi-même, parce que finalement, quand on écrit, on traduit quelque chose aussi du monde tel qu'on le perçoit. Or, je veux dire, autant je sais à quel point la traduction de cette langue-là est importante pour moi, parce qu'on pourrait entrer dans les détails, mais la beauté de la langue d'Aaron Appelfeld, c'est qu'il a créé une langue, on va dire, biblique moderne. Et ça, c'est unique dans le paysage littéraire israélien. Mais j'étais lectrice avant de le lire à Aaron Appelfeld. Je reste lectrice, je reste extrêmement disponible et sensible à tout ce que je lis. Tout à l'heure, je parlais de Jean Kelevitch ou de Kafka, qui m'ont beaucoup accompagnée pendant ce texte. Je reste sensible à ce que j'entends et à mon propre questionnement sur la langue. Donc, dans lequel il entre, mais qui ne peut pas, et qui fort heureusement, n'écrase pas ma propre voix. Parce que sinon, ce que vous dites, ça voudrait dire que ma voix n'existe pas. Et or, ne serait-ce que pour le traduire, j'ai besoin de ma voix, parce que ça passe par ma voix. Mais c'est une voix qui est dédiée à la traduction de sa langue. Et par ailleurs, la mienne ne cesse de se travailler, de se modifier, en y intégrant du visible, l'invisible, des choses dont je peux parler ce soir, et d'autres qui soit m'appartiennent, soit sont là aussi inconscientes. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question avant de poursuivre la conversation à la librairie. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui, madame. Oui, bonsoir et merci de votre présence dans tous les sens du terme. Moi, j'aurais aimé savoir, c'est peut-être trop personnel comme question, mais si vous ne pouvez pas y répondre, vous me le direz. C'est par rapport à la pratique de l'écriture. Combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre et par rapport à votre pratique, est-ce que vous vous donnez des temps spécifiques pour écrire, ou est-ce que ça vient à un moment donné, ça vient comme ça? Est-ce que vous avez une discipline? Enfin, c'est par rapport à votre art. Comment vous le vivez? Comment ça se vit, quoi? Alors, ça se vit, justement. C'est-à-dire que... il y a toujours un moment où, lorsque j'ai terminé un livre et fini d'en parler, comme je le fais en ce moment pour Qui vive, où je suis dans quelque chose d'un peu plus silencieux, où je rassemble... je parle moins et je me rassemble pour essayer de voir vers quoi je peux aller. Et dans ces moments-là, je suis très disponible justement à des personnages, des phrases. Là, il se trouve que fin décembre 2020, début janvier 2021, je dirais, il faudrait que je retrouve dans mon ordinateur le moment exact, il y a un personnage qui m'est apparu. Donc c'est ce moment où je cherche
la porte d'entrée du prochain livre que je ne connais pas. Donc je ne sais pas où est la porte, je ne sais pas où est le livre, je ne sais rien, mais je sens que ça s'agite. Il y a eu un moment, parmi d'autres, où j'ai vu entrer une silhouette chez elle et une femme qui entrait, qui prononçait cette phrase, qui pensait très haut la phrase « Je suis entrée chez moi et j'ai accroché ma colère à un clou ». Phrase qui n'est pas aujourd'hui dans Qui vive. Et donc je me suis dit, c'est quoi ça? Parce que la phrase me plaisait beaucoup. Je suis rentrée chez moi et j'ai accroché ma colère à un clou. Donc je voyais cette silhouette. Et pendant 2 ou 3 semaines, vraiment, ça me martelait l'esprit. C'était la période du couvre-feu. Et je pense que Mathilde était très en colère de vivre avec ce couvre-feu-là. Et donc la seule façon d'arriver à trouver le texte, le livre, c'est de commencer à écrire. Et là, j'ai commencé à écrire. Et chez moi, l'écriture ressemble à un grand chantier pendant 1 an, 2 ans. Ça a été le cas à peu près, voilà, 2 ans, 2 ans et demi. Donc je dirais entre janvier 2021 et le texte a trouvé sa forme en juin de l'année dernière, 2023. Et pendant ce temps, il y a un chantier où j'écris des choses qui, à l'arrivée, ne seront pas dans le livre, mais qui sont des passages nécessaires pour atteindre le livre tel qu'il existe aujourd'hui. Et j'ai pas d'horaire forcé. Après, la question des horaires et de l'organisation du temps, je ne sais pas si elle est ce qu'elle peut dire vraiment de ce qu'est l'écriture d'un livre. En revanche, à partir du moment où je commence à écrire un livre, je vis avec lui en permanence. Il est là comme une caisse de résonance, comme un arrière-plan permanent qui est une doublure de la vie que je vis par ailleurs. Parce qu'il faut bien que je fasse des choses de gens normaux, comme je dis, parfois. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ce que je voulais dire, juste parce que quand j'ai terminé de répondre à madame tout à l'heure par rapport à la question de la voix et du travail autour d'Aaron Appelfeld, c'est qu'en fait, c'est possible parce que je ne cherche pas à être dans l'imitation et que c'est justement, pour relier à votre question à vous, dans cette quête d'un personnage, d'une voix, d'une intrigue, que je ne vais pas chercher à imiter quelque chose qui s'est déjà produit, que ce soit à travers la traduction, l'écriture, mais que je vais chercher à trouver quelque chose de nouveau. Et chaque livre, pour moi, c'est ce qui m'intéresse et ce qui se joue, c'est que je trouve quelque chose que je n'ai jamais moi-même fait par ailleurs. Donc je ne cherche même pas à m'imiter, si je veux dire. Voilà. Il y a une phrase dans Qui vive où Mathilde est dans un bistrot et entend quelqu'un qui commande un billet à gratter, un astro. Oui. Et la personne dit « J'ai pas envie de gratter un bélier, moi ». Et Mathilde dit « C'est quand même tellement rare, une phrase neuve, inédite, une phrase neuve. Voilà, exactement. Donc il faut que ce soit neuf. Vous cherchez les béliers à gratter. Oui, je cherche les béliers à gratter, exactement. Et bien maintenant, comme nous sommes arrivés au terme de cette quête, des béliers à gratter, merci infiniment, Valérie, merci à vous. Et donc, la conversation se poursuit à la librairie. Bonne soirée. Merci.